Bonjour, mon nom est Alain Gauthier et comme je suis en train d'entamer mon quatrième quart de siècle, je suis heureux d'avoir cette possibilité de faire une sorte de retour sur mon itinéraire et aussi là où je me propose d'aller dans les années qui viennent. Je vais repartir en fait de la publication d'un petit livre orange, que j'ai fait il y a 3 ans et qui s'appelle le Co-leadership évolutionnaire pour une société co-créatrice en émergence. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je voulais faire une sorte de bilan de qu'est-ce qui était pour moi important à ce stade et éventuellement proposer quelques avenues pour des personnes qui voudraient les emprunter. Ma vie professionnelle a été relativement rectiligne dans ces premières 20 années, disons, puisque j'ai fait une grande école en France, HEC, je suis à Stanford pour avoir un MBA, je suis entré chez McKinsey après mon service militaire où j'ai appris le conseil. Et en apprenant aussi ce qu'était l'industrie et le commerce à l'époque, puisque c'était mon premier travail. Et au bout de cette année, je me suis dit que j'avais certes appris déjà beaucoup, mais je ne pouvais pas m'imaginer 10 ans plus tard continuant à faire le même type de métier. Et donc j'ai rejoint 2 partenaires, nous avons fait un peu de conseil à la McKinsey, mais pour des entreprises de taille de plus en plus petite, ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec des équipes qui se posaient des questions de à quoi servons-nous, où allons-nous. Et en parallèle, j'ai aussi commencé à animer des cours de politique générale à Dijon et à l'EM Lyon, ce qui m'ont donné l'occasion de réfléchir sur ce que je venais de faire pendant 7-8 ans. Et en particulier, j'ai pris conscience du fait que, notamment en allant passer 5 ans dans une communauté intentionnelle, comme on dit en anglais, une communauté spirituelle, de me rendre compte qu'il y avait un divorce potentiel entre ce que j'enseignais, les conseils que je donnais, et ce vers quoi je voulais orienter ma vie, en particulier sur le plan intérieur. J'ai eu des activités bénévoles, j'ai publié des livres, un petit peu du même genre que celui-ci, et j'ai découvert aussi que je ne pourrais pas faire un autre métier en France, en tout cas pas à l'époque, c'était en 85, qui me permettrait justement de réconcilier à la fois ce qui était nécessaire pour les organisations, mais aussi ce que je sentais comme une évolution, notamment au niveau du leadership, au niveau des dirigeants. Et donc je suis parti en Californie à 30 ans pour tenter de trouver des conditions qui me permettraient de développer une dimension beaucoup plus qualitative, intérieure, mais extérieure également, au niveau des équipes dirigeantes que je conseillerais. J'ai eu la chance de rencontrer un auteur, un homme qui s'appelle Peter Senge, qui a écrit La 5e discipline, après que nous ayons enseigné un peu ensemble. Et j'ai adapté ce livre en français et donc importé en France, si je puis dire, ce que je découvrais aux États-Unis, et un petit peu dans l'autre sens également. Pour raccourcir cette histoire, disons que j'ai ajouté progressivement à cette notion d'apprenance ou d'apprentissage organisationnel et comme individuel des éléments venant de la pensée intégrale de Ken Wilber et qui justement faisaient une meilleure part entre les dimensions extérieures, objectives, comme le comportement à titre individuel,
les structures, les processus sur le plan collectif, et de l'autre côté, la vie intérieure, les pensées, les intentions, éventuellement les contradictions que l'on pouvait sentir en soi, et à un niveau collectif, la culture. Ce qui n'est pas nécessairement écrit, mais qui a bien sûr une influence importante sur le comportement des personnes dans une organisation. Ça m'a donné l'occasion de travailler non seulement pour des équipes dirigeantes d'entreprises, mais aussi pour des directions d'hôpitaux, d'écoles, de fondations, et dans les dernières années, également dans d'autres pays que les États-Unis et la France, notamment le Japon, où j'ai travaillé à entraîner les 204 dirigeants d'une grande entreprise de construction automobile. Et en Afrique, où j'ai fait pas mal de travail avec l'UNICEF, qui consistait à former des hommes et les femmes à l'intérieur des ministères, des organisations de la société civile, des NGO, des entreprises privées aussi, et des agences de développement comme l'UNICEF pour les aider à travailler en partenariat. Et c'est là que j'ai commencé à mieux comprendre en fait que nous étions en train de passer d'un modèle qui a au moins 6000 ans de séparation et de domination et de compétition à un modèle plus paritaire de partenariat. Et c'est ce que j'ai voulu en fait progressivement développer aussi dans mon activité, y compris à l'intérieur d'équipes d'une même organisation. Mais ce travail en Afrique sur des problèmes essentiels de la nutrition est ce qui m'a révélé tout le potentiel qui existait lorsque des hommes qui viennent de cultures différentes, de milieux différents, d'éducations différentes, des hommes et des femmes bien sûr, commencent à vouloir travailler ensemble, à se soutenir les uns les autres et à prendre des initiatives dans lesquelles leur talent respectif peut s'investir. Donc voilà ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire ce livre, pensant qu'il était important de comprendre d'une part pourquoi nous venons d'où nous venons dans ce paradigme de la séparation de la domination, où les personnes ont tendance à se comparer instinctivement à une autre personne, où il y a un certain sens de la rareté, où il y a quelquefois de la soumission, de la violence, il y a des structures relativement pyramidales importantes, dans lesquelles il y a beaucoup de contrôle, et aussi des mythes et des histoires qui font qu'on légitimise le fait d'avoir quelques personnes qui contrôlent l'ensemble parce qu'il faut prendre des décisions vite, il faut ne pas perdre de temps, il faut engager des choses pour l'avenir. Et par contraste, on retrouve dans le paradigme plus de partenariat, de parité, effectivement des personnes qui, tout en étant différentes les unes des autres, se sentent équivalentes, ont une égale valeur. Ils apportent chacun quelque chose de différent, mais intrinsèquement, ils ont la même valeur. Si bien que les relations entre eux et le comportement qui en résulte est, je dirais, plus propice à la confiance, à la mise en œuvre de solutions plus paritaires. Et on a des structures beaucoup plus plates, des structures dans lesquelles ce sont moins les diplômes, les galons, et même quelquefois l'ancienneté qui compte, que un certain niveau d'expérience, de sagesse, de capacité à agir pour le bien commun, et où on se raconte des histoires dans lesquelles en fait cette manière de travailler en partenariat, à parité, est en fait extrêmement efficace.
Et cela m'a donné l'idée de dire, et si ce co-leadership, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire j'ai pris une racine que l'on retrouve dans collaboration, coopération, co-création, et parce que ce co-leadership est au service de cela, d'une forme de collaboration entre les personnes, de co-création, de coopération, et dans lequel il y a la capacité à donner du meilleur de soi-même, donc utiliser les talents que l'on a cultivés, les dons que l'on a reçus, mais au service du plus grand nombre de personnes, et sans s'attacher trop à une fonction, à un titre, à une forme d'autorité formelle, mais être beaucoup plus attentif à qu'est-ce qui est important de faire, de dire à un certain moment. Et on retrouve ce qu'on trouve dans les meilleures équipes sportives, notamment des sports d'équipe, bien sûr, dans l'improvisation de jazz entre plusieurs musiciens, entre l'improvisation théâtrale, les comédiens qui jouent ensemble mais de manière relativement improvisée, et que l'on commence à trouver de plus en plus dans des équipes ou dans des regroupements, par exemple, entre dirigeants qui protègent certaines nouvelles initiatives, innovateurs sur le terrain, mailleurs internes qui les connectent les unes aux autres. On retrouve ça aussi dans les entreprises qui associent leurs fournisseurs à la co-création de nouveaux produits. Et on retrouve ça, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la coopération entre secteurs pour résoudre des problèmes qu'aucun des acteurs ou même qu'aucune des organisations ne pourrait résoudre par elle-même. Voilà donc ce qui m'a amené à regarder les problèmes non seulement à l'intérieur d'une organisation, non seulement entre quelques organisations d'un même secteur, mais entre secteurs. Et c'est sur ce thème-là et sur cette dimension-là que je souhaite porter mon effort dans les années qui viennent. Je vais revenir un tout petit peu sur mon itinéraire pour dire qu'effectivement la découverte des disciplines de l'apprenance avec Peter Senge, donc avec lequel j'ai enseigné d'abord, puis j'ai modifié le manuscrit, enfin suggéré quelques modifications dans le manuscrit et ensuite adapté en français. Non seulement la 5e discipline, mais les 2 livres suivants, le guide de terrain et la danse du changement, m'a donné l'occasion de commencer à mieux faire le pont entre l'intériorité, avec notamment la notion de maîtrise personnelle et les modèles mentaux, et les dimensions plus extérieures du comportement, des structures, des processus, avec la pensée systémique, l'apprentissage en équipe. Et ça a été très très précieux pour moi. Et j'ai essayé de le faire passer d'ailleurs, d'abord en animant un certain nombre de séminaires aux États-Unis avec Peter Senge et nos collègues, et en les adaptant ensuite en France. Et c'est comme cela que lorsque SOL s'est créé, Society for Organizational Learning, s'est créé à la suite du MIT Learning Center en 1997 à Boston, immédiatement dans la foulée, avec Irène Ducouturier, Jacques Chaise et Manfred Mack, nous avons en fait créé SOL France et introduit le programme qui est devenu les fondamentaux du leadership, excusez-moi, les fondamentaux de l'organisation apprenante. J'ai animé ce programme pendant quelques années et puis ensuite c'était bien entendu judicieux de passer la main à des personnes qui vivent en France, puisque moi je continuais à vivre en Californie. Mais plus récemment, j'ai eu l'occasion de le reprendre et d'en voir quelles étaient à la fois toutes les possibilités et aussi les limites, même au cours de 3 jours, car mon intérêt s'était déplacé de plus en plus vers mais qu'est-il possible de faire non seulement à l'intérieur d'une organisation, mais comme je le disais tout à l'heure, entre organisations, voire entre secteurs.
Et le projet que je nourris actuellement, c'est de réunir des hommes et des femmes plutôt à la tête d'organisations, pas forcément les plus grandes, il peut y en avoir quelques grandes, mais de taille intermédiaire, et qui ont déjà prouvé, comme certaines des entreprises libérées, ou certaines des entreprises qui sont dénommées comme capables de se réinventer, Reinventing Organizations aux États-Unis, notamment avec le livre de Frédéric Laloux, de voir dans quelle mesure ces hommes et ces femmes seraient intéressés d'avoir une attitude, d'avoir une activité encore plus évolutionnaire. Il est temps peut-être que je dise ce terme, évolutionnaire plutôt que révolutionnaire, mais surtout au service de l'évolution plus large de la société. Donc passer, si vous voulez, d'une apprenance organisationnelle à une organisation, à une apprenance sociétale, à quelque chose qui effectivement puisse servir l'évolution de la société. Donc l'idée est de rassembler un certain nombre de ces personnes dans une sorte de communauté apprenante. Ce ne sera peut-être pas le terme qui sera retenu, mais dans l'idée d'apprendre les uns des autres, avec bien sûr des bienfaits pour chacun pour leur organisation. Et je ne vois pas seulement des organisations privées, mais des organisations publiques, voire des organisations de la société civile, et d'avoir un effet sur l'ensemble du système dans lequel ces organisations doivent fonctionner. Alors c'est la partie encore à défricher. D'abord, est-ce que ces personnes voudraient s'y prêter, devenir une force de proposition, de prototypage d'un certain nombre de choses qui pourraient être faites pour que le système innove dans son ensemble, et pas simplement une organisation à la fois, et de remettre en cause un certain nombre des contraintes, des habitudes, de pensée, de paroles, de comportements, qui en fait limitent l'impact que peuvent avoir ces différentes organisations sur la société et son évolution. Au service du plus grand nombre de gens, bien sûr, en harmonie avec l'environnement et en ayant plutôt un effet de réduction des inégalités qui existent, non seulement entre pays du monde, mais à l'intérieur d'un même pays comme la France. Donc voilà, c'est une idée que je développe et cultive avec quelques partenaires potentiels, en France comme aux États-Unis. Et l'idée est d'utiliser le meilleur de l'apprenance, le meilleur de la pensée intégrale, cette capacité à relier tous les plans, le plan individuel, spirituel même, à la dimension la plus physique et la plus organique et au milieu dans lequel on vit, etc., de façon à ne pas faire uniquement des réformes à l'intérieur du cadre qui est posé, mais de remettre en cause ce cadre aussi. Nous verrons ce qui va se passer. Il y a bien sûr déjà des think tanks qui existent et d'autres organisations qui se posent cette question. L'idée là, c'est qu'en prenant des hommes et des femmes qui ont déjà innové presque à la marge du système, que ce soit en termes d'innovation sociale, d'innovation environnementale, d'innovation managériale, c'est de dire, et si l'on mettait cela au service de la société dans son ensemble et non pas simplement d'une organisation en particulier. Voilà quelle est l'idée.